Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le journal de l'Euro, votre rendez-vous quotidien durant toute la compétition pour évoquer ensemble toute l'actualité de cet Euro avec nos deux consultants que vous avez l'habitude de retrouver chaque soir désormais. Patrick Juillard, bonsoir. Bonsoir Elliot. Vous êtes journaliste Foot 365 et Sylvain-Henri Cissé, bonsoir à vous. Bonsoir Elliot. Consultant sport international. Messieurs, pas de match aujourd'hui, première journée sans rencontre dans cet Euro. Il faudra attendre samedi pour voir le début de ces huitièmes de finale. Premier match entre le Pays de Galles et le Danemark avant de voir l'Italie affronter l'Autriche. Choc ensuite dimanche soir, ce sera entre la Belgique, demi-finaliste du dernier mondial, et le Portugal, le champion d'Europe en titre. Pour la France, rendez-vous donc lundi, ce sera face à la Suisse, on l'évoquera tout à l'heure. Et mardi, très gros choc en perspective entre l'Angleterre à domicile à Wembley face à l'Allemagne. Les Bleus qui préparent d'ores et déjà leur huitième de finale face à la Suisse. Ce sera à Bucarest lundi soir. Dernier entraînement du côté de Budapest en Hongrie ce jeudi dans la chaleur hongroise avant de s'envoler pour la Roumanie donc ce vendredi. Et de nouveau blessés côté français, Thomas Lemar et Marcus Thuram qui ont dû quitter l'entraînement. Lemar qui est longtemps resté au sol. Vous allez voir les images après un choc avec Mike Maignan. Alerte musculaire pour Thuram après une douleur aux adducteurs. Première nouvelle plutôt rassurante pour ces deux joueurs. De son côté, Lucas Digne, qui a été sorti hier, serait forfait pour le match contre la Suisse, mais il resterait encore avec les Bleus, selon nos confrères de l'équipe. Incertitude pour Lucas Hernandez pour l'instant, avec le forfait d'Ousmane Dembélé. Ça commence à faire beaucoup côté bleu. Je pense que ça participe à une ambiance un peu compliquée au sein de l'équipe de France. La succession de blessures pour des joueurs professionnels qui sont très souvent superstitieux. Il faut savoir que le footballeur professionnel, il a quelque chose qui l'entraîne vers la superstition, va certainement donner à cette équipe de France une ambiance générale qui ne sera pas très très bonne. C'est pour ça que j'ai quelques inquiétudes avec ces blessures à répétition et aussi qui nous font dire qu'il faut surtout croiser les doigts aujourd'hui pour pas qu'il y ait plus de blessures. Supposons que contre la Suisse, qui est un match assez à la portée de l'équipe de France, il ne faudrait pas qu'il y ait des joueurs qui se blessent parce que là, ça deviendrait très très compliqué. Oui, ça fait beaucoup et surtout à certains postes. Thomas Lemar qui a un milieu de couloir plutôt, enfin qui joue excentré. Ça s'ajoute au départ du groupe de Ousmane Dembélé qui ne reviendra plus, pour qui l'Euro est fini. Ça fait beaucoup de monde en moins de ce côté-là et le poste d'arrière gauche est complètement sinistré. Hein. C'est un vrai alors casse-tête, Digne, c'est très mauvais signe. On n'a pas encore un avis médical définitif, mais ça paraît quand même très compliqué. Si les nouvelles étaient rassurantes, on le saurait déjà. Et pour Hernandez, paradoxalement, ça n'a pas l'air si grave, mais il a des douleurs qui le handicapent, qui l'empêchent d'avoir de bonnes sensations et donc qui le diminuent son rendement. Donc là aussi, que va faire Didier Deschamps si ces deux absences se confirment? Est-ce qu'il faut continuer sur l'intérim, prolonger l'intérim assuré par Adrien Rabiot, plutôt bien contre les Portugais, mais ce n'est pas vraiment son poste? Est-ce qu'il faut décaler Kimpembe, mais dans ce cas-là, on casse sa charnière centrale Varane-Kimpembe. Léo Dubois, qui n'a pas eu une minute depuis le début de la préparation et depuis le début de l'Euro, ça va être compliqué de le faire rentrer en plus sur son mauvais côté. Ça va être un vrai casse-tête pour Deschamps. Il faut espérer vraiment que Hernandez se sente mieux et puisse se sente capable de tenir sa place. Parce qu'imaginons que Kimpembe bascule à gauche, casser cette charnière centrale pour les Bleus qui défensivement ne sont pas totalement au point pour l'instant, ça serait vraiment prendre un très gros risque. Prendre un très gros risque, mais là, il n'y en a plus à se poser la question, si jamais cela se doit se produire, parce qu'on est devant des impondérables. Rabiot, il faut quand même souligner le travail qu'a fait Rabiot quand il a été demandé de prendre ce poste de latéral gauche. Il a fait le travail. Il a été sérieux. Et je pense que si demain il doit occuper ce poste, il le fera sérieusement. Parce qu'il a fait d'énormes progrès sur le plan mental. Il a décidé d'être un joueur de devoir. Et demain, s'il doit se sacrifier, parce que c'est un véritable sacrifice de ne pas jouer à son poste, mais avec la technique qu'il a et l'expérience, se sacrifier pour l'équipe de France, je pense que là, ça pourrait permettre de rétablir un tout petit peu cette ligne de défense de l'équipe de France. Après, un joueur préfère toujours jouer, même si c'est pas à son poste, que de rester sur le banc ou pire, d'être en tribune. Tout à fait, oui. Après, Rabiot, il a été bon, je trouve, dans les attaques placées, dans le placement et tout ça, mais sur le 1 contre 1, s'il y a des contre-attaques et qu'il doit se retrouver en 1 contre 1 face à un attaquant rapide, on ne sait pas. C'est vrai. On ne sait pas, il n'a pas la culture du poste, on ne sait pas comment il peut réagir, s'il ne peut pas commettre des fautes. Donc c'est une vraie inconnue, c'est pas sans risque de remettre Rabiot. Et
d'autres changements côté milieu de terrain. Tolisso qui n'a pas totalement rassuré à ce poste côté droit. Est-ce qu'on peut imaginer donc de nouveaux changements? Parce que pour l'instant, Didier Deschamps n'a pas l'air de trouver encore la bonne formule. Et peut-être un joueur qui a été quand même très intéressant hier, c'est Kingsley Coman. Exactement. Oui, bien sûr. Non, Kingsley Coman qui a fait une entrée décisive, qui apporte quelque chose que les autres n'ont pas. C'est un vrai ailier, il déborde, il dribble, il peut faire des centres. C'est important quand on a des attaquants comme Benzema ou Griezmann dans l'axe. Oui, maintenant, je doute que Didier Deschamps ose aligner 4 joueurs offensifs, même contre la Suisse. La Suisse qui, en plus, évolue à 3 défenseurs axiaux. Donc, est-ce qu'il ait besoin de garnir autant les ailes? Ça peut être tentant, mais c'est un petit risque. Mais Tolisso, il n'a pas été bon. D'abord lui-même, mais aussi parce que la relation technique avec Koundé a été très faible. Ce n'est pas dans la culture de Deschamps, comme l'a dit Patrick. Contrairement, par exemple, à un Fernando Santos, qui, lors du dernier match du Portugal, a décidé, lui, d'aligner une équipe offensive avec 4 joueurs à vocation offensive. Deschamps, on ne le voit pas faire ça. C'est vraiment pas dans sa culture. Il a toujours cette culture de renforcer la défense, de renforcer le milieu du terrain, mais pas d'aller vers l'avant. Ce France-Portugal, il a donc conclu la phase de groupe. L'heure de faire un premier bilan avant le début de ces huitièmes de finale. Place au top, au flop de ce premier tour. Aucune grosse nation n'est passée à la trappe pour l'instant. Certains ont quand même mieux tenu leur rang que d'autres. On peut penser à l'Italie, par exemple, qui a impressionné durant cette phase de poule, on peut le dire. Oui, avec des joueurs qui se sont vraiment montrés sous la lumière. Moi, j'ai un joueur qui m'a vraiment impressionné. Souvent, j'en ai parlé à Patrick, c'est Spinazzola, l'arrière gauche, qui a été vraiment extraordinaire par le dynamisme, par l'animation qu'il a proposée, par la manière dont il pouvait casser les lignes adverses et surtout par l'activité qu'il est sur ce terrain. L'Italie est vraiment intéressante par Spinazzola, par Barella aussi. Je vais bien le prononcer cette fois-ci, mon cher. Ah oui. Barella qui a été très intéressant. Vous a rien dit, là. Voilà. Et aussi par les avants tels que Immobile et Insigne qui ont fait le travail qu'on attendait. Ouais, l'Italie, très beau collectif, bien huilé, 4-3-3 classique, qui déroule, qui récite bien ses gammes, avec aussi un vrai sens du spectacle, pas juste le résultat avant tout, comme parfois l'ont fait certaines équipes italiennes par le passé. Moi, je soulignerais les performances des 2 équipes du Benelux. La Belgique, 9 points, dans une poule pas simple, où la Belgique a été bien malmenée par le Danemark, dans un contexte assez euphorique, avec une vraie union autour de l'équipe suite au malaise Eriksen. Et puis les Pays-Bas, la meilleure attaque de l'Euro, une équipe qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau, et malgré les critiques dont est l'objet son sélectionneur, qui elle aussi propose de bonnes choses. Soulignons en ce qui concerne la Belgique 2 joueurs qui sont fondamentaux. Il y a bien sûr Lukaku qui a été extraordinaire dans cette première partie par le volume qu'il occupe dans le jeu, par aussi la manière dont il peut jouer dans toutes les situations. Il est bon dos au but, il est bon en profondeur. Et bien sûr, vous le savez, moi j'ai un fait pour Kevin De Bruyne qui a été vraiment extraordinaire, même s'il a peu joué. C'est le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Et ces 2 joueurs-là sont vraiment le centre de cette équipe de Belgique qui peut aller très très loin. Et je pense même qu'elle sera en finale, cette équipe de Belgique. Parce qu'il faut rappeler que la Belgique jouera le Portugal. Si elle gagne, ça peut être l'Italie. Et ensuite la France, la Belgique, c'est le parcours de la mort pour aller jusqu'au bout. Côté Pays-Bas, c'est une équipe pour vous qui peut aller loin dans cette compétition. C'est la meilleure, Patrick l'a dit, c'est la meilleure attaque de cette compétition. 8 buts inscrits. Effectivement. Ensuite, en ce qui concerne les Pays-Bas, ce dont j'ai peur, moi, c'est un peu le syndrome de Paye. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des hauts et des bas. Pour l'instant, tout va très bien. Mais si vous prenez de Paye qui a des hauts et des bas, j'ai peur que les Pays-Bas soient un peu à l'image de l'ancien joueur lyonnais qui arrive à Barcelone, c'est-à-dire un peu cyclotimique. C'est ce que je crains un peu du côté des Pays-Bas. C'est des équipes les Pays-Bas et l'Italie qui, on le rappelle, n'ont pas joué encore de très grosses nations dans cette compétition. Ça peut être un piège. Absolument, c'est le bémol qu'on peut mettre. Et de toute façon, c'est un premier tour. Il y a beaucoup de calculs, puisque les 4 meilleurs 3e passent. On peut passer avec 3 nuls. C'est ce qu'ont fait certains. Donc, c'est ce qu'avait fait le Portugal en 2016, rappelons-le. Donc, je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions définitives et hâtives de ce premier tour. Mais après, dans le spectacle qu'on a vu, on note des tendances et on vient de les énoncer les unes après les autres. Pour les tendances négatives, c'est plutôt la Russie notamment et la Turquie qui ont été les 2 gros flops de cet Euro. La Turquie, c'est le fiasco de cet Euro, on est d'accord? Ah, mais complètement, ils n'ont rien proposé dans le jeu. C'était impressionnant de voir cette équipe qui était complètement figée.
qui étaient même en état de sidération. J'avais l'impression qu'ils étaient en état de sidération, qu'ils n'avaient pas avancé. Il n'y a pas eu d'animation offensive. Il n'y a pas eu aussi de collectif. Il n'y a pas eu de collectif dans cette équipe. C'est ça qui est impressionnant. C'est quand même une équipe qui avait battu la France 2-0 et ensuite qui avait fait match nul lors des éliminatoires. Et là, ils n'ont strictement rien proposé. Un flop aussi, mais là, c'est un coup de cœur. C'est de voir Lewandowski sortir très rapidement. C'est-à-dire que c'est un buteur incroyable et il fait partie de ces joueurs extraordinaires comme par exemple Litmanen avec la Finlande il fut un temps ou George Weah avec le Liberia qui ont joué pour des équipes médiocres et qui malheureusement avec une très très grande carrière en club ne pourront pas gagner avec leurs équipes nationales. La Pologne, oui, qui compte trop sur Lewandowski en fait. La Pologne qui compte trop sur Lewandowski. Hier, on a vu le meilleur et le pire. On a vu le meilleur avec un doublé. On a vu le pire avec cette double occasion. Bon, le pauvre, il peut pas tout faire. Et il arrive souvent un petit peu rincé en phase finale puisque au Bayern Munich, ça tourne très peu à son poste. Il joue presque tous les matchs, à l'image d'un Cristiano Ronaldo plus jeune ou d'un Messi. Et ça finit par se payer parfois au mois de juin. Et puis, il y a la belle histoire de cet Euro. C'est le Danemark, évidemment, après ce malaise de Christian Eriksen. Oui. Les Danois qui sont passés miraculeusement et qui peuvent croire pour aller plus loin, hein, parce que jouer les Pays de Galles, c'est vraiment à leur portée désormais. Ah, aujourd'hui, oui. Ils sont galvanisés par... ce coup du sort, hein, on était nous là tous tétanisés devant la télévision en espérant qu'Eriksen s'en sorte. Ils s'en est sorti, ils sont galvanisés, ils vont jouer pour leurs copains et je pense qu'ils peuvent y arriver, ils peuvent faire quelque chose. Voilà, Danemark, Pays de Galles, ce sera donc le premier huitième de finale ce samedi, avant donc on l'a dit, Italie, Autriche, rendez-vous donc samedi ensuite pour débriefer toutes ces rencontres. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce débrief donc de ce premier tour. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.